Astronaut report it feels good. T-minus 25 seconds. Ignition sequence start. L'instant génial. 3, 2, 1, 0. All engine running. Ces moments qui ont vu naître l'innovation. Innover, un mot dans la bouche de toutes les entreprises qui s'adaptent et s'améliorent. Mais comment savoir si les innovations sont une réussite ou un échec ? Et quand on injecte de l'argent dans un projet innovant ou une idée innovante, il est logique de chercher à mesurer l'innovation. Et aujourd'hui, nos invités vont nous aider à y voir clair sur cette question. Alors, j'accueille sur ce plateau Lina Trémissy de la CTS, qui est Innovation Manager à la CTS, donc Compagnie des Transports Strasbourgeois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Également sur ce plateau, Pascal Bastien. Et là, on en a parlé juste avant, coach d'équipe apprenante dans l'éducation et les organisations, innovateur et explorateur chez Mana Coach. Merci, bienvenue, bonjour. Mais bonjour, bravo, merci, c'est trop. Voilà, un bel intitulé. Et avec moi pour toute cette émission, pour représenter Alsace Digital, Catherine Mosser. Bonjour. Alors, c'est parti pour démarrer cette émission. Et pour démarrer cette émission, j'ai une petite question que j'aimerais d'emblée vous poser concernant l'innovation, puisque l'innovation et la mesure de l'innovation, ça va être notre thématique aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une matière qui est entre les mains des grands dirigeants d'entreprise, ou est-ce que c'est quelque chose qui concerne chaque personne qui compose une entreprise, une organisation ? Les deux, mon capitaine. Un capitaine, justement, ne peut pas agir seul. Mais clairement, dans les organisations, l'innovation, elle doit être décidée parce qu'on ne fait rien tout seul. Et que si la structure n'est pas prête à la fois à organiser des process qui vont permettre cette innovation, à l'accueillir parfois, eh bien, cette innovation, elle risque de rester dans l'œuf. Pascal Bastien, l'innovation, une affaire de tous dans l'entreprise, l'organisation ? Alors, dans la réalité que je perçois au travers de mes clients, ça dépend des cultures, et des cultures où c'est l'affaire en fait de certains secteurs. On va plutôt trouver là-dedans en fait les directions de recherche et développement ou les organisations innovation qui sont centrées sur le court et le moyen terme, parfois sur le long terme. Et après, en fait, les entreprises sont face à des défis aujourd'hui reliés au développement durable et à la transformation en fait sociale, à la transformation de nos modes de consommation. Et quelque part, en fait, peu à peu, l'innovation redevient en fait vraiment le terrain de chacune et de chacun. Et pour moi, en fait, c'est même le terrain simplement de construire la relation en fait entre les gens. Et parce que si j'ai une relation de qualité, je peux annoncer des bonnes nouvelles, mais je peux annoncer aussi des mauvaises nouvelles, et on peut construire là-dessus. Mesurer l'innovation, ça va être le thème de cette émission, et on rentre dans le vif du sujet dans quelques instants avec Catherine Mosser. Astronaut report it feels good. T-minus 25 seconds. Ignition sequence start. L'instant génial. 3, 2, 1, 0. All engine running. Ces moments qui ont vu naître l'innovation. Alors pour ce premier opus de l'Instant Génial, nous partons sur les chemins de l'innovation en compagnie d'un homme Sherpa et d'une femme couteau suisse. J'espère que vous accepteriez cette petite pointe d'espièglerie de ma part, mais en fait je vous côtoie quand même depuis pas mal d'années. Et je me suis toujours dit que l'innovation, en vous regardant, c'était un processus qui se porte, qui se mesure, qui se transmet. Mais au final, au quotidien, j'insiste bien sur le au quotidien, que transportez-vous ou que transposez-vous ? Je vais y aller, si tu veux. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, il s'agit surtout de traduire. Puisqu'en fait, l'innovation, en tout cas dans une entreprise, vue de l'intérieur, c'est soit des nouveaux process, soit des nouvelles technologies. Et d'abord, on les traduit en interne, on accompagne le changement, et ensuite, on les apporte à nos clients, on voit comment ils les adoptent, et parfois, on a besoin de les accompagner dans ces adoptions. Surtout pour des technologies disruptives ou qui changent un peu les gestes
ou les habitudes. Nous sommes tous des êtres d'habitude et l'humain déteste changer ses habitudes. Donc, il y a parfois besoin d'accompagnement. Donc, on est à la fois, je dirais, un peu on prend notre bâton de pèlerin et on va déjà porter la bonne parole, expliquer, traduire. Donc, là-dedans, il y a beaucoup de pédagogie. J'ai envie de dire, en tout cas, dans mon métier à moi, il y a beaucoup de pédagogie pour déjà... La première chose, c'est la comprendre, l'innovation, parce que je ne suis pas toujours à l'initiative de cette innovation. Elle est portée soit en interne, soit en externe, et elle apporte à la fois des technologies nouvelles et des process nouveaux. Donc, il faut déjà que je la comprenne. Donc, ma première phase, toujours, moi, c'est une phase d'imprégnation. Je m'imbibe, je fais l'éponge. Une fois que j'ai compris, je traduis, parce que les mots qui sont employés sont bien souvent pas très compréhensibles pour l'utilisateur, même néophyte que je peux être au démarrage. Et donc, c'est traduire à la fois en mots simples, mais aussi en usage et en bénéfice. Qu'est-ce que ça va apporter, vraiment? Parce que quand vous parlez à un informaticien, par exemple, et qui vous explique la merveilleuse chose qu'il vous propose, j'ai rien contre les informaticiens, je suis mariée avec un, mais franchement, il faut changer de planète pour arriver à les suivre. Donc moi, je viens du marketing et puis j'ai aussi un diplôme en pédagogie. Et je me suis rendu compte que ça m'a servi, vraiment, la pédagogie. Donc déjà, comprendre, expliquer, accompagner. Dans l'expliquer, il y a traduire. Et puis, il y a le traduire en usage. Parce que finalement, ces innovations, elles sont faites pour être utilisées. Elles ne sont pas faites pour être posées sur une étagère et faire tout joli. D'accord? Votre fusée, là, elle est très jolie là, mais elle est mieux quand elle va dans l'espace. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, voilà. Moi, c'est ma vision de la chose, assez simplement expliquée. Après, on peut rentrer dans le détail, mais en gros, il s'agit de ça, de conduire le changement en interne, de traduire la technologie en usage pour les clients et surtout en bénéfice. Je rajouterais en fait ma propre dimension. Je suis vraiment incompétent dans les technologies et dans l'informatique aussi. C'est ça. Je suis un informaticien en fait. Pardon. Et je suis vraiment incompétent aujourd'hui. C'était il y a longtemps. Et parce qu'en fait, moi-même, j'ai été comme ça face à des vagues de transformation liées à mon métier. Je me suis rendu compte, en fait, que ça questionnait, une forme d'insécurité chez moi, en fait, quand j'étais petit, parce qu'on me disait, mais bon sang, en informatique, si tu ne t'adaptes pas à la prochaine génération de je sais pas trop quoi, tu ne pourras plus travailler. Voilà. Et donc, j'ai essayé de sortir de cette peur, et de transformer ça, de regarder de haut. Et aujourd'hui, en fait, tu me disais, en fait, qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que je transporte, en fait. Ce que je transporte, c'est l'espoir d'un renouveau, en fait, dans les organisations auxquelles je participe. C'est parfois certaines de ces organisations sont face à des défis où, il n'y a pas une ambiance en fait qui est terrible. Je pourrais dire que parfois ils partent perdants. Et l'enjeu, en fait, c'est de permettre à certains individus de redevenir acteurs, en fait, de leur métier, et non pas de recommencer vraiment à zéro, mais en tout cas de questionner le statu quo, et de remettre, en fait, la transformation, l'innovation, à hauteur, en fait, de ce qu'ils perçoivent maintenant. C'est peut-être pas encore l'innovation qui va changer la donne et profondément modifier le marché, mais en tout cas, c'est donner à ces acteurs, dans les organisations, la capacité de reprendre la main, en fait, et de commencer, en fait, à faire quelque chose avec ces outils qu'on leur donne, en fait. Et ça demande, en fait, un savoir-être, une sécurité personnelle et de la créativité aussi, en fait. Et donc, notre job à nous, en fait, les coachs chez Manamana, c'est justement de leur donner l'accès, en fait, à une forme de sécurité qui permet de rentrer dans l'inconnu. C'est beau. Mais on est aussi dans l'accompagnement, finalement, Pascal. Là, on est beaucoup aussi dans l'accompagnement, dans la manière dont j'entends ce que vous dites. Oui. Et je suis dans un accompagnement du pourquoi, en fait, mais du pourquoi moi, en fait, pourquoi je suis là, en fait, dans ce job, dans cette place. Comment je m'approprie, en fait, ce contexte auquel je fais face. Est-ce que j'en ai peur ou est-ce que ça me permet, en fait, de voir quelque chose pour moi? Et c'est au travers de ce dialogue, en fait, qui s'instaure entre le coach et la personne. La personne, ça peut être un dirigeant, mais ça peut être aussi, en fait, une équipe. Ça peut être une personne qui est en difficulté face, en fait, à quelque chose de nouveau. C'est comment je m'approprie cette situation, qu'est-ce que j'apprends sur moi, et au bout d'un certain temps, comment je rebondis, en fait, qu'est-ce que je construis dessus, en fait. Et on appelle ça construire une vision personnelle. Cette question de la confiance, en fait, du coup... qui est au cœur aussi du processus d'innovation, puisque vous avez parlé de beaucoup de
d'individus, finalement. Dans ce qu'on entend aussi, on entend aussi beaucoup la formule « piloter l'innovation ». Alors, je me suis toujours demandé d'où ça venait, et du coup, piloter quoi et pourtant, avant ça, en fait, je me dis toujours que, OK, on parle de ça comme si l'innovation existait déjà, que c'était une super fusée, tu prends l'image de la fusée qui existe et qu'on n'a qu'à monter dedans et on ira droit au but. Alors que quand on vous regarde comme ça et quand on vous entend, on entend vraiment qu'il faut nourrir les acteurs, qu'il faut... Newton, on sait très bien que la panne est tombée, il était prêt, quoi. Le hasard n'arrive qu'aux esprits bien préparés. Et du coup, qu'il faut nourrir l'être humain, le rendre en confiance, lui donner en fait de quoi pouvoir imaginer, créer. Et du coup, comment est-ce que vous pensez qu'il faut... Voilà, comment est-ce qu'on arrive à l'innovation par rapport à ce que vous racontez? Peut-être que je pourrais prendre un exemple en fait de gens avec qui on travaille depuis longtemps. Ce sont des experts en management de projets d'innovation. Ils sont dans l'agroalimentaire. Et donc, ça veut dire qu'il y a de nouveaux produits qui sortent en permanence sur différents marchés dans le monde. Et pour eux, en fait, l'innovation, ça commence à un nouveau packaging. En ce moment, on passe du plastique au carton. Donc, en fait, c'est déjà un niveau d'innovation qui est très, très développé pour eux. Et fondamentalement, le métier, c'est d'abord, en fait, le pilotage d'innovation, c'est piloter des projets, en fait, pour assurer que qualité, coût, délai sont présents, en fait, pour que ça rentre dans un rayon face aux besoins du consommateur. Ça, c'est la vision, comment dire, je dirais presque industrielle de l'innovation. Hein. Et en parlant avec le directeur de l'innovation, c'est comme ça qu'il s'appelle, à un moment donné, le coach, il danse autour de lui, comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait, dans cette organisation? Ils sont bons, tes équipes. Je veux que ça sente bon quand j'arrive. Je veux que ça sente la cuisine. Je veux, en fait, qu'il y ait des gens qui oh, j'ai trouvé ça! Oh, ça, c'est décevant. Voilà. Et donc, c'est la partie, en fait, exploratoire, en fait, de l'innovation. C'est celle qui permet, en fait, de trouver des choses qu'on ne cherchait pas. Voilà. Et il y a comme ça des citations, en fait, qui viennent d'ailleurs d'Alsace. C'était un dirigeant, Michel Metzenhütter, des Ocom, en fait, qui disait « Mais une innovation, c'est une désobéissance qui réussit. » Bon, je l'ai adoré, M. Metzenhütter. C'est très joli, oui. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais voilà, c'est un maître. Il y a eu un bouquin qui a été écrit avec lui par un philosophe d'entreprise, Éric Lemaire. Donc, il a voulu traduire justement son expérience à travers, je crois que c'est lui. Ouais. J'imagine que ça la marge, ça, quand même, une innovation de ce type-là qui n'était pas voulue, pas cherchée. Alors, moi, c'est pas du tout mon domaine. Hein. C'est que moi, j'ai pas du tout le même vécu, mais c'est bien, justement, il y a un petit peu les deux. Dans mon secteur d'entreprise, il y a plusieurs types d'innovations. Il y a les innovations centrées clients. Elles le sont toutes, si on écoute nos dirigeants, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a celles qui vont venir parce qu'on doit adapter le service pour répondre à des demandes. Et puis, il y a celles qui vont... on a des demandes, mais on ne sait pas comment y répondre, et donc on va aller regarder sur le marché ce qu'il existe comme nouvelles technologies, comme propositions de services, de valeurs, qui vont nous permettre de rendre ce service-là de la manière la plus utile, mais on ne connaît pas le comment. Quand on cherche le quoi, ou la réponse au pourquoi, comme vous disiez tout à l'heure, mais on ne connaît pas le comment. Donc ça, c'est la partie où on a plus la technologie ou des apports de valeur qui vont venir de services, qui vont venir répondre à une demande, par exemple en matière d'information voyageurs, pour tenir au courant les gens qui voyagent quand il y a une perturbation le plus tôt possible. Eh bien oui, on peut, comme la SNCF, envoyer des SMS à travers le TER, mais nous, c'est un petit peu plus complexe parce que il y a beaucoup d'interactions. Donc quelque chose qui impacte, c'est le papillon à l'autre bout de la planète. Hein. Quand ça impacte un bout du réseau, ça peut en impacter un autre par effet de bord. Donc il faut qu'on soit assez réactif, il faut que ça aille vite, il faut qu'on utilise nos supports plus des supports extérieurs, les bornes d'information, le Twitter, voilà. Enfin, et donc, on avait des moyens de le faire, mais qui étaient très mécaniques et qui prenaient beaucoup de temps. Et donc, du coup, malgré toute l'efficacité qu'on pouvait avoir dans la compétence et l'expertise de nos collaborateurs qui diffusaient cette information, qui la remontaient, qui l'organisaient, eh bien, on n'arrivait pas à la diffuser assez vite. Et pendant un moment, on a cherché quelque chose qui permettait de répondre à ça. Et ce qui m'avait surpris, c'est que les premières fois que j'ai cherché des réponses à cette solution-là, je n'ai pas trouvé de produit sur le marché qui existait, qui répondait vraiment à ce que nous, on voulait. Hein. On est une petite entreprise, 1500 personnes, on n'est pas
Île-de-France Mobilité, on est en Alsace, à Strasbourg. Donc, tu as une petite entreprise, mais beaucoup de clients quand même, et le réseau de tram le plus structuré de France. Donc voilà, c'était quand même, il fallait que ce soit quand même assez solide. On a un réseau solide. Et la première fois que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé des solutions qui disaient que ça faisait ça, mais en fait, ça faisait pas vraiment ça. Ça faisait autre chose, et ça pouvait faire ça par effet de bord, mais du coup, c'était beaucoup plus lourd, beaucoup plus cher, et ça répondait pas à nos attentes. Et il a fallu que j'attende 1 an et demi, 2 ans, avant que la solution émerge. Une start-up à l'autre bout de la France, à Marseille pour être précise, qui a développé une solution, une plateforme qui correspondait exactement à ce qu'on voulait et qui l'a développée pour les réseaux de transport. Donc c'était pas stupide non plus, c'était pas étonnant que ça nous convienne, c'est-à-dire qu'on était finalement dans le cœur de leur cible. Et on a été leur 2e client et on l'a déployé à Strasbourg. Et là, on est vraiment dans le sourcing, on va chercher, on regarde ce qui se fait sur le marché, oui, ça peut le faire, mais c'est pas exactement ça. Et puis on a fini par trouver. Et puis après, il a fallu déployer le projet en interne, changer les process aussi, s'adapter, adapter notre organisation, répartir les rôles un petit peu différemment, former les utilisateurs. C'est un nouvel outil, une plateforme intégratrice, donc ça suppose un peu de changer les habitudes. Mais il y a un tel gain de temps qu'en interne, une fois que ça a été compris et pris en main, ça a été très vite parce que ça rendait un vrai service. Et ça, on le voit toujours avec les innovations, quand elles rendent un vrai service, elles sont adoptées tout de suite, même si ça freine un peu parce qu'il faut changer, ça cogne un peu parce qu'il faut changer ses habitudes. Donc voilà. Et du coup, ça nous a permis, nous, d'avoir maintenant des retours clients qui sont très, très positifs par rapport à ça. Il y a une vraie constatation du client. Mais c'est d'abord tout un travail de projet en interne. Alors là, piloter, il a fallu prendre en main la technologie qui était proposée, et puis voir comment on allait se l'approprier. Voilà, donc comme c'est basé sur une scénarisation, construire les scénarios, et puis les adapter, les tester. Il y a ceux qui ne marchaient pas, et ceux qui marchaient. Il y a ça aussi dans l'innovation, on l'oublie tout le temps. On ne voit que ce qui marche, c'est l'iceberg, c'est les 10%. Et les 90%, c'est tout ce qu'on a éclusé, tout ce par quoi on est passé, toutes les difficultés qu'on a traversées avec les équipes, pas juste nous, porteurs de l'innovation. Nous, on est la locomotive, on essaie de tirer la machine, mais sans les wagons derrière, et puis parfois les wagons ils vous dépassent, donc c'est pas aussi linéaire que ça. Parfois ils vont bien au-delà de vos attentes et c'est super. Et bien voilà, donc tout ça pour dire que il y a plusieurs manières d'innover dans les secteurs qui sont liens, qui sont pas forcément des secteurs industriels effectivement. Nous on va pas aller faire de l'exploratoire parce que c'est pas un domaine qui s'y prête. Donc on va plutôt aller soit identifier des besoins et chercher comment y répondre, soit identifier le besoin, et on a déjà la solution en interne où on sait la construire, et là, on se met en route pour la construire. D'accord ? Donc, qu'elle soit interne ou externe, mais la première chose, c'est d'identifier les besoins. Donc, c'est d'être à l'écoute. Ouais, déjà quelque chose de cerner l'innovation, et finalement, pour le sujet du jour est très, très vaste, et on le sent très bien en vous entendant. Alors, Lina Trémissy, qui est Innovation Manager à la CTS, la fameuse petite compagnie de 1500 personnes, compagnie des transports strasbourgeois, et notre deuxième invité, Pascal Bastien, qui est coach, notamment innovateur, explorateur chez Manamana. On vous retrouve dans quelques instants. Dans l'instant génial, on va regarder ce qui se cache sous le capot. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. Ignition sequence start. L'instant génial. 3, 2, 1, 0. All engine running. Ces moments qui ont vu naître l'innovation. Voilà, on reprend l'instant génial et on va un petit peu découvrir plus en détail nos invités au travers de quelques petites questions. Et attention, consigne, il va falloir répondre courtement à ces questions. Les invités n'aiment pas ce genre de consignes. Alors, du coup, la date et l'intitulé, s'il vous plaît, de votre premier emploi. Est-ce qu'on peut l'avoir ? Je sais, ça va chercher un petit peu, là, je sais. Le tout premier ? Oui, vous pouvez même... parcours. Ouais, allons-y. Peu importe, d'ailleurs, c'est pour vous resituer un petit peu. La première, l'intitulé, je m'en souviens plus, mais j'ai travaillé pour un conseil en stratégie internationale qui produisait pour des grandes entreprises des rapports sur les tendances d'innovation, de consommation, notamment dans la zone Asie. Oui, c'est ça, marqué mon parcours. Voilà. Pascal Bastien ? Alors moi, j'étais développeur pour une association qui s'appelait l'AFIA, qui travaillait pour la Chambre d'agriculture de Bas-Rhin.
Et je ne sais plus en quel siècle c'était. Enfin, Le 20e, je pense quand même, parce que sinon tu ne fais pas ton âge, hein, clairement. Le 20e, mais en fait, j'avais pas de cheveux gris. Mais c'est par là, quoi. D'accord. La personne que vous invitez à dîner, et du coup, bien sûr, la personne de votre choix, hein, célébrité ou pas, qui vous invitez à dîner si vous pouvez avoir la personne que vous souhaitez à dîner. Vivante ou morte? On peut rêver? On peut même faire une folie. Et prendre un nom. Albert Einstein. Ok. Ah ouais, carrément. Le bonheur de découvrir cet esprit En de plus, génie. il était un peu fou, j'adore ça, quoi. C'est-à-dire qu'il était en avance sur son temps, personne l'a cru, il s'est battu pour ça. C'est l'exemple, c'est l'icône, quoi. Bon, après, il y aurait Mandela si on prend dans les vivants, mais c'est pour autre chose. Enfin, non, il est mort aussi. Mais... Pascal Bastien. Du coup, maintenant, j'ai eu plein de temps pour réfléchir. Donc, quand il y en a plusieurs, donc il y aura du monde au dîner. Chez les vivants, j'inviterai un physicien qui s'appelle Philippe Guimand, qui travaille sur une modélisation en fait du temps. Et moi, je trouve ça vraiment captivant. J'inviterai aussi Romuald Le Terrier, qui a écrit sur les chamans et l'effet de cette boisson base de liane qui donne des visions grâce aux plantes. Au moins ces deux-là, en fait. D'accord, un dîner un petit peu coloré, pour le coup. J'ai pas dit que je consommerais tout de suite. C'est pour questionner l'espace-temps. Voilà, c'est ça. Un accomplissement professionnel, a priori, mais vous pouvez même élargir un accomplissement dont vous êtes fier personnellement. C'est quelque chose qui vous vient immédiatement lorsque je vous dis ça. Vous êtes fier de cet accomplissement? Ouais, facile, parce qu'on a quand même... C'était une longue route. Donc, en fait, on l'a créé avec une équipe, une Team Academy, à l'école de management de Strasbourg. Quand je dis longue route, il a fallu 10 ans entre le moment en fait, où j'ai découvert cette école. C'est une drôle d'école en Finlande. C'est une école où on apprend sans cours, sans prof, sans notes, sans examen, sans tout ce qu'on a connu, nous, à l'école. Et dans lequel on apprend par l'action, en équipe, pendant 3 ans, pour devenir entrepreneur. Et voilà, ça a été un long chemin, mais on l'a fait à l'école de management. Alors moi, mon accompagnement, il est plutôt associatif. Et en fait, je suis plus fière de... Enfin, c'est pas que je suis pas fière de ce que je fais dans le professionnel, mais j'adore aussi ce que je fais dans l'associatif. Donc, ce serait plus la partie ambassadrice alumni pour l'Université de Strasbourg, où j'ai vécu une année et demie vraiment très, très enrichissante. Et c'est en ça que j'en suis fière, c'est que ça m'a nourri. Un peu dans la même optique, un instant génial. C'est le thème de l'émission, hein. Un instant génial dans votre vie à vous. Là, ça peut être peut-être plus personnel si vous le souhaitez. Un instant génial lorsque je vous dis ça dans votre vie. La naissance de mon fils. C'est très classique pour une femme, belle je pense. réponse. Tu en as 2, Pascal. Tu peux changer de sujet. Pascal Bastien. Un instant génial. Moi, je vais changer parce que les enfants, effectivement, c'est le moment où j'ai compris que j'allais pas mourir tout de suite. C'était... sur un bateau qui était coincé à Port-Navalo, en train de rentrer dans le golfe du Morbihan. On n'avait pas de moteur, et on partait en surf, en fait. On menaçait de s'échouer à bâbord et à tribord. Et d'abord, j'ai paniqué, j'ai cru que j'allais mourir, avec l'équipage aussi, en fait. Et 1h30 plus tard, en fait, on avait compris qu'il fallait changer les voiles, et puis on est rentré. Donc, on n'est pas mort. Ouais, un instant génial, souvent c'est après une grosse frayeur aussi, hein, c'est vrai. Mais c'est là qu'on apprend en fait qu'on ne meurt pas tout de suite, et qu'en fait le cerveau peut continuer à fonctionner, même en niveau de stress élevé. Voilà. Un instant génial. Dernière question du coup pour conclure ce moment un petit peu. Le dîner d'affaires, choucroute ou autre? Au poisson, la choucroute. Au poisson, très bien. Donc choucroute, Non. mais avec modération. C'est rigolo parce que je savais que cette question allait venir sous une forme ou une autre. En fait, ma nounou était italienne, donc c'est cannelloni. À la bonne heure. Merci nos invités, on le rappelle, qui sont avec nous sur ce plateau. Pascal Bastien, qui est Bastien, donc coach et notamment innovateur et explorateur chez Manamana, également Lina Trémissy, innovateur manager à la CTS, compagnie des transports strasbourgeois. On poursuit ces échanges avec vous et on va jouer ensemble. Et tout ça, bien sûr, orchestré par Catherine Mosser d'Alsace Digital, juste après ça. Astronaut reporter feels good. T-minus 25 seconds. Ignition sequence start. L'instant génial. 3, 2, 1, 0. All engine running. Ces moments qui ont vu naître l'innovation. Alors nous voilà dans cette nouvelle partie de cet instant génial. Alors nos auditeurs ne le verront pas, mais vous avez des petits cubes devant vous, des petits dés. Alors pour ceux qui connaissent, c'est une série Cube Stories avec des actions. Vous lancez, vous décrivez au micro les 3 petites actions que vous avez tirées et vous racontez en fait en quoi ça vous questionne sur
l'innovation, sur le processus d'innovation, sur la mesure de l'innovation, notre thème du jour. Voilà. Donc, c'est très rapide, hein, vous n'avez pas besoin de broder. Allez-y. Ouais, c'est stressant de lancer les dés, du coup. J'ai un bonhomme qui va rentrer dans une porte, j'ai un bonhomme qui lance une balle, et j'ai 2 bonhommes qui se tiennent par la main. Et donc, maintenant, comment ça me connecte à l'innovation ? C'est lancer la balle, voilà, j'y vais, quoi. Je décide en fait de m'en remettre, non pas au hasard, mais en fait à ma capacité de passer à l'action, à la capacité d'être en relation avec les autres, et je décide en fait de manière déterminée de traverser la porte et d'aller vers mon futur. C'est joli. Ouais, C'est joli. Hein. Belle histoire. À partir des 3D lancés. Alors, j'ai quelqu'un qui met la main sur le front et qui pointe quelque chose. Ça, c'est quelqu'un qui danse. Et ça, c'est quelqu'un qui pleure. Oh là là, il a l'air très malheureux. Alors, il danse de joie et tout d'un coup, il voit au loin... Non, là, on ne va pas raconter l'histoire. Alors, on danse, oui, ça, c'est quand on est content. Qu'on a fini son projet et qu'on est super heureux parce que tout s'est bien passé. On a vraiment de quoi fêter. Ça, c'est quand on pleure parce que quand un projet est fini, il y a un espèce de coup de mou. Je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais quand on pilote des projets, c'est un peu ça. Il y a un petit coup de mou, on se demande toujours, et après ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, souvent, il y a déjà des pistes, hein, mais il y a toujours... c'est un petit côté, comment on va dire, montagne russe, c'est-à-dire on a une grande montée comme ça d'adrénaline parce que c'est super, c'est fini et tout. Pendant tout le projet, on s'est beaucoup investi. Souvent, c'est un mode un peu rapide. Et puis, il y a une redescente. Voilà. Et puis, la main sur le front et on pointe quelque chose, c'est un peu l'étape suivante. Et qu'est-ce qu'on va identifier de neuf maintenant en regardant vers le futur et vers quoi on pourrait aller. Et c'est tous les possibles qui sont ouverts. Merci beaucoup. On va peut-être aller quand même jusqu'à l'indicateur. Ouais. Voilà, c'était quand même... c'est un peu le sujet. C'était un peu le sujet et voilà, on se connaît et c'est pas vraiment le mot qu'on apprécie forcément, mais c'est vrai que par rapport à l'innovation, on va imaginer maintenant stérofertile, du coup, tous ces projets qui sont là, les expérimentations foisonnent. Comment est-ce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin ? Est-ce qu'il y a un bon chemin ? J'ai noté qu'on parlait de qualité, coût, délai, qu'on parlait d'échec. Voilà. Est-ce que finalement, il y a une obligation comme ça, quand même, de se poser, de mesurer quelque chose, d'avoir des indicateurs ? Est-ce qu'il y a un process bien défini ? Parce que ça ne peut pas quand même être la génération spontanée dans la cuisine dont tu nous parlais tout à l'heure, quoi. Il y a évidemment, oui, des indicateurs qui sont variables selon les projets. Puisque, en fait, quand on déploie un projet, il y a un objectif. Donc, effectivement, il y a le coût, on sait à peu près où on va, en général, quand on commence. Il y a le temps qu'on va parfois un peu exploser ou pas. Et puis, il y a les objectifs. Finalement, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette innovation ? Encore une fois, je reviens à l'usage, puisque innover pour innover, ça n'a pas grand sens, à part, on peut l'utiliser, l'innover pour mobiliser des équipes. Mais dans ces cas-là, c'est un outil du management. C'est encore autre chose. Ça peut être utilisé comme ça. Ça l'est d'ailleurs dans certaines entreprises qui ne sont pas tout à fait assez mûres ou matures pour vraiment accepter des innovations. Elles vont accepter un vernis d'innovation qui va permettre un petit peu justement de raviver la flamme, hein, n'est-ce pas, de ces équipes et de remettre un peu le management au cœur de l'action. Mais quand on parle vraiment d'innovation, oui, avec un projet, il y a un pilote. En général, c'est le chef de projet, donc c'est ce qu'on fait sans doute Pascal et moi. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et puis, il y a un délai et il y a des objectifs. Donc, les indicateurs, ils sont souvent définis au début de l'innovation. Ils sont définis par le pourquoi on veut cette innovation, qu'est-ce qu'on veut en faire. Et quand on a défini ce qu'on veut en faire, eh bien, on a défini les objectifs à atteindre et donc on connaît la cible. Donc, on sait où on veut aller avec cette innovation-là. Et on la déploie. Et ce qui est merveilleux, je trouve, avec l'innovation, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que je fais, c'est qu'en fait, il y a plein d'effets de bord, positifs ou pas, mais qui sont toujours plein de surprises. Moi, j'adore les surprises. Donc, on a toujours des objectifs qu'on n'avait pas identifiés, mais qui sont des objectifs de l'entreprise, donc on va atteindre. On va révéler des dysfonctionnements, parce que tout d'un coup, on change les process, et donc on éclaire des choses qui ne fonctionnaient pas bien, mais qu'on ne voyait pas. Donc ça aussi, c'est des indicateurs. C'est-à-dire, finalement, l'innovation parfaite, pour moi, c'est une innovation qui comporte forcément aussi des choses qui ne marchent pas. Donc des petits échecs sur le chemin, des petites difficultés qu'on va surmonter la plupart du temps, parce que ce n'est pas non plus l'Everest. Et encore, l'Everest, on y arrive, donc voilà, c'est possible. Mais ces indicateurs, il y a ceux qu'on connaît. C'est ça que je voulais expliquer, c'est qu'il y a ceux qu'on connaît au démarrage, qui sont liés aux objectifs. Et puis, il y a finalement, on va faire émerger des clés
de décryptage à la fois du succès et de ce qu'on apporte vraiment, qui vont être sur le chemin. C'est-à-dire que ce que j'aime bien dans l'innovation, c'est que, bien sûr, c'est un peu comme le chemin de Saint-Jacques. Oui, il y a la cible, il y a la destination. Et sur le chemin de Saint-Jacques, pour l'avoir fait, les gens, il y a une grosse discussion toujours sur le sens. Est-ce qu'on fait le chemin pour atteindre Saint-Jacques, ou on fait le chemin pour apprendre en chemin? Et moi, je fais partie de ceux qui font ça pour apprendre en chemin. Donc finalement, même si on ne va pas jusqu'au bout, ce qui est important, c'est ce qu'on va en retirer. Mais en innovation, c'est un petit peu pareil. Parfois, on n'atteint pas l'objectif qu'on souhaitait, mais on en atteint d'autres, et ils sont parfois bien plus intéressants que ceux qu'on visait. Globalement, on atteint quand même ce qu'on veut, parce qu'on est quand même dans l'entreprise, donc on ne peut pas tout à fait sortir des chemins battus. Mais on peut atteindre des objectifs qu'on n'avait pas identifiés, qui sont des objectifs dont l'entreprise est friande, et qui vont satisfaire aussi les clients. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a les indicateurs connus et il y a les émergents, j'ai envie de dire. Je donne un exemple dans un autre secteur, enfin un secteur de la mobilité, mais qui n'est pas directement encore à Strasbourg, la voiture autonome. On sait très bien ce qu'on vise comme objectif, la voiture autonome. Est-ce que la sécurité, c'est important? Ben oui, c'est la première chose dont on va parler. Mais finalement, à l'aune de quoi on compare cette sécurité? Parce que si on regarde les statistiques des accidents de la route, nous, les humains, on n'est pas super fiables en matière de sécurité, et les véhicules autonomes le sont bien plus. Mais on a tendance, avec cette innovation, à attendre un 100% sans faute, un parcours 100% sans faute. On voit bien tout ce qu'a pu générer comme question l'accident qui a eu lieu aux États-Unis, en Californie, il y a 2-3 ans, avec un taxi autonome qui a renversé une dame en vélo qui traversait de nuit devant sa route. Et si on regarde les images, on voit que aucun humain n'aurait pu l'éviter. Elle s'est quasiment jetée sous ses... C'est pas jetée, mais de fait, ça revenait à ça. Elle traversait une route de nuit sans éclairage. Et il y avait une voiture qui y arrivait, et il s'avère qu'elle était autonome. Donc tout ça pour vous dire que on peut définir des critères, mais quand on parle d'innovation, on a un peu tendance à avoir des critères fantasmes aussi. C'est-à-dire à ne pas les comparer à ce qu'on ferait autrement si on n'en avait pas. Or, en innovation, ce que je trouve très important, c'est de mesurer aussi le risque si on ne faisait pas par rapport au risque si on fait. Et ça, c'est une lecture qui n'est pas forcément facile à faire entendre, et dans l'entreprise et ailleurs, dans la société en général. C'est pour ça que je parlais de la voiture autonome. C'est quelque chose qui parle à tout le monde. Donc, finalement, on pourrait vraisemblablement réduire énormément les accidents de la route avec des véhicules autonomes. On pourrait peut-être. Mais est-ce qu'on est prêt à y aller? Est-ce qu'on est prêt à accepter malgré tout les quelques risques d'accident? Est-ce qu'on est prêt à accepter le fait que ça va enlever de l'emploi et qu'il faut en recréer, bien sûr, sinon on n'est pas bon? Et puis tout ce que ça implique. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Nous, en France, je ne suis pas sûre. Mais ça vient, mais je ne suis pas sûre. Aux États-Unis, ça fonctionne bien. Donc il y a les objectifs qui sont connus dès le début, des indicateurs qu'on connaît, qu'on va pouvoir mesurer. Il y a les indicateurs qui émergent. Et puis surtout, ce qui est important, c'est le chemin qu'on fait pour arriver là où on a souhaité arriver, et tout ce qu'on en apprend, et tout ce que ça génère de compréhension, de construire ensemble, et de nouveautés, parce que souvent, ça génère aussi de nouvelles idées, de nouvelles appétences, de nouvelles envies. Et Lina parlait de cette question de culture, donc... Oui, pour construire sur ce que vous posez, je rajouterais une matrice dont j'ai oublié le nom, c'est la matrice connu-connu, inconnu-connu, et tout en haut, il y a... La connu-connu, c'est pas un nom. C'est inconnu-inconnu. En fait, c'est une matrice, en fait, qui permet d'essayer de comprendre dans quel contexte on évolue. Et donc, par exemple, la matrice connu-connu, c'est que on sait qu'on a des contre-performances dans certains domaines, et on sait ce qu'il faut faire. Donc, il suffit de chercher et de le mettre en œuvre. Il y a le connu-inconnu. On sait qu'on est contre-performant, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il faut qu'on cherche. Il y a l'autre, l'inconnu-connu. Enfin, je sais pas. Et après, il y a l'inconnu-inconnu. C'est en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. En fait. Et pourtant, il faut qu'on y soit. Et donc, pour moi, les indicateurs sont différents en fonction en fait, de là où on se trouve dans cette matrice. Et donc, pour moi, il y a un travail de co-construction des indicateurs par les équipes qui sont en fait engagées dans ces projets de prototypage, de recherche en fait. Et c'est un dialogue permanent en fait qui peut y avoir parce que justement des choses nouvelles peuvent émerger et c'est important de les intégrer dans notre chemin. Pour moi, il y a un autre critère qui est vraiment important, c'est le sentiment d'appartenance en fait des gens qui font. Et parfois en fait, il y a des organisations dans lesquelles en fait les gens sont
endormis, en fait, simplement parce que leurs responsabilités se limitent à leur contrat de travail ou à leur fiche de poste. Ça peut arriver. Et du coup, en fait, le sentiment d'appartenance, c'est un vrai indicateur, parce que quand, en fait, on voit que les gens ne sont pas dedans, on sait qu'il ne va rien se passer. On peut avoir les meilleurs projets, les meilleurs produits, les meilleures recherches, il ne va rien se passer. En fait, ils vont attendre que ça se passe. Par contre, en fait, quand on commence à les faire travailler ensemble, en leur donnant en fait un terrain d'autonomie, ben là, les gens commencent en fait à se relier à ce qu'ils veulent vraiment pour eux-mêmes et ils commencent à questionner le statu quo. Donc c'est le taux d'appartenance. Et je mettrais encore deux autres. C'est qu'est-ce que j'apprends de nouveau en fait, c'est donc de mesurer. Alors si je prends le mot apprentissage en français, ça va être perçu par rapport à l'apprentissage des métiers manuels, mais c'est vraiment ça, c'est l'apprenance ou l'apprentissage. Qu'est-ce que j'apprends comme nouvelles connaissances dans mon organisation et qu'est-ce que je partage en fait avec vous de mes nouvelles connaissances, même si mon domaine en fait est éloigné du vôtre en fait. Mais il doit y avoir un forum d'échange en fait pour permettre en fait d'élever la connaissance globale dans une équipe. Derrière connaissance, il y a aussi compétences. Quelles compétences nouvelles en fait je construis, et pour moi c'est aussi un indicateur. Et après il y a quand même le client. Accessoirement, là. C'est le client. Et donc, même si on rencontre le client au travers de panels, au travers de prototypes ou de processus de design thinking pour en fait approcher le besoin du client, mais voilà, travailler, on a vu ça à plusieurs reprises, en fait, travailler sur des projets sans intégrer le client, en fait, dès les prémices du projet, ça mène à des châteaux. Un roman, un château sur la montagne, enfin faire des projets sur la comète, pardon, à des projets sur la comète, et puis après ça marche pas. Les fameux châteaux sur la comète. Les châteaux sur la comète, c'est un nouveau jeu. On va l'écrire ce livre alors. Non, on a envie de l'écrire le livre en vous entendant. L'innovation, c'est presque un mode de vie. On a l'impression, au-delà du professionnel, presque, c'est presque un mode de vie. Ça commence par la curiosité, c'est exactement ça. Et en fait, je crois que tous les innovateurs partagent cette curiosité et notre grand challenge à chaque fois, c'est de la partager avec les gens avec qui on travaille, avec qui on va travailler des projets, et avec nos clients aussi, et d'associer ces clients. C'est vrai qu'il y a beaucoup de co-laboration, de co-construction, il y a plein de co. Et donc, c'est dans ce co, ce qu'on fait ensemble, qu'on va souvent à la fois aller vers l'innovation qu'on a souhaitée, et parfois vers des nouvelles innovations ou des pistes d'innovation nouvelles. Et c'est parce qu'on est toujours plus intelligent, à plusieurs cerveaux qu'à un. Je veux dire, voilà, je suis pas la seule à l'avoir, je l'ai pas inventé. Hein. Donc seul on va vite, ensemble on va plus loin. Voilà, il est beau vous regardez sur mon profil LinkedIn, je l'ai repris, mais je suis pas la seule non plus, vu que c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, mais j'adore cette phrase. Et c'est plus qu'une phrase, simplement, c'est vraiment un vécu. Et je crois que Pascal en a parlé aussi. Il y a beaucoup. C'est vrai, ce sentiment d'appartenance, il est important, mais il est pas important que dans l'innovation. Il est important dans n'importe quelle structure, qu'elle soit entrepreneuriale, ou qu'elle soit familiale, ou qu'elle soit sociétale. Dès qu'on n'est plus ensemble vers le même objectif, c'est la guerre. On le voit. Enfin, il suffit d'ouvrir les infos tous les jours. Dans une entreprise, dès qu'on n'est plus ensemble avec la même vision, il y a de fortes chances qu'on ait commencé un peu à creuser sa tombe. Je suis malheureux de le dire, mais il y a un petit peu de ça, puisque justement, Pascal l'a dit en introduction, les entreprises aujourd'hui, elles sont face à des défis d'accélération de la transformation, de niveau d'exigence augmenté aussi avec la transformation digitale. Il y a l'instantanéité, tout de suite, partout. Et cette transformation-là, qui touche la société à tous les niveaux, du réseau social, on n'arrête pas d'en entendre dès le plus jeune âge, avec ce que ça peut avoir de bon et de mauvais, à l'entreprise qui se transforme, qui co-construit et qui est obligée aujourd'hui de s'adapter de plus en plus vite, pour rouler de plus en plus vite. Et je dirais aussi la grosse difficulté là-dedans, c'est de se poser. C'est de temps en temps d'arrêter la machine qui s'emballe, parce qu'il y a une espèce d'injonction à la transformation. Et il y a des tas de gens qui ne sont pas forcément prêts à accepter cette injonction. Et la difficulté là-dedans, c'est un défi social, c'est de ne pas laisser sur le côté les gens qui vont pas forcément aller à la même vitesse que vous avez envie d'adopter. Et donc, dans un indicateur que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais qui me vient à nous entendre et à réfléchir,
c'est l'embarquer tout le monde. Ouais. C'est vraiment, c'est de laisser personne sur le bord de la route, et c'est d'autant plus vrai, bien sûr, avec le numérique. On le voit avec les questions d'inclusion numérique, qu'on traite beaucoup à Strasbourg d'ailleurs, mais en tout cas auquel on est attentif. Mais c'est vrai dans l'entreprise aussi. C'est de laisser personne sur le côté, parce que ceux que vous laissez sur le côté, ils n'arriveront plus jamais à monter dans le bateau. Et donc, ça veut dire que vous acceptez les pertes humaines si vous ne faites pas ce travail de réflexion, d'inclusion aussi dans l'entreprise. Et je crois que les entreprises qui réussissent le font toutes. Ce qui est intéressant, c'est tout le monde. Vous replacez l'humain sur la thématique de l'innovation, de mesurer l'innovation, alors qu'on aurait pu penser que la technique allait être au cœur de notre propos. Et là, c'est effectivement tout le contraire pour ce mot de conclusion. Comme l'a dit Pascal, essayez donc de faire quelque chose sans les jambes. Allez-y, vous avez votre technologie. Et puis, on fera un prochain instant génial sur le temps. Le temps et l'innovation, c'est ça, justement. C'est sûr. Le temps, voilà. on est en retard. Oui, c'est ça. Voilà, t'as vu, des petites perches. C'est ça. On remercie nos invités du jour, donc pour leurs propos. Donc, on rappelle qui vous êtes, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Lina Trémissy, donc Innovation Manager à la CTS, compagnie des transports strasbourgeois, pour ceux qui ne prennent pas le tram, le bus et autres transports dans l'Eurométropole, c'est grave. Voilà. Et également notre autre invité du jour, Pascal Bastien. Alors je vais redire l'intégralité du titre pour faire plaisir. On a un petit charrier, on s'est charrié là-dessus. Donc coach d'équipe, apprenante dans l'éducation et les organisations. Il faudrait une émission pour décrypter presque le titre. Et innovateur explorateur chez Mana. Voilà un petit peu pour resituer nos invités. Merci beaucoup en tout cas pour votre parole experte. On aurait pu vous écouter très longtemps. On était bercé par des paroles d'expertise et ça fait du bien. Catherine Mossard, on se retrouve très prochainement pour un prochain instant génial. Prochain instant génial, très prochainement avec vous. Allez, bye, à plus. Merci à vous. Merci. Astronaut report feels good. T-minus 25 seconds. Ignition sequence start. L'instant génial. 3, 2, 1, 0. All engine running. Ces moments qui ont vu naître l'innovation. You did it!